Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau direct organisé par Miroir Social, un direct un peu spécial puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'un cycle que nous vous proposons, un cycle de 4 directs qu'on a appelé Quels élus pour demain? Et l'idée, c'est au fil de ces 4 directs qui vont se suivre pendant les 15 prochains jours, c'est de poser la question de la valorisation, de la reconnaissance de l'activité et de l'expérience des élus, des porteurs de mandat, qu'ils soient petits ou gros, hein, dans les entreprises. Donc c'est un serpent de mer, hein, dont on parle régulièrement et qui accouche de pas grand-chose et qui mérite vraiment d'être posé. Donc merci à nos partenaires qui portent tout ce cycle. Et en premier lieu, on commence avec cette première séquence qui va nous concerner ce matin, qui est celle de la reconnaissance du temps, parce que la reconnaissance de l'activité des élus passe par la reconnaissance du temps qui passe pour porter le mandat. Donc, merci à Sextant Expertise, de représenter ici par Olivier Collet, de porter cette première rencontre qui sera suivie de jeudi par une deuxième rencontre sur la question des compétences, l'invisibilisation des compétences. Et la semaine prochaine, nous aurons 2 autres séquences qui concerneront la problématique des diplômes et ensuite des certifications, et ensuite la question de l'exploitation, en fait, dans le bon sens du terme, hein, de ces compétences et de la valorisation dans le cadre des mobilités externes. Hein, dans quelle mesure on n'est pas obligé de cacher son expérience syndicale, et même potentiellement de la poser clairement dans le cadre de process de recrutement. Je vais vous mettre je vous mets, attendez, excusez-moi, je pédale un peu dans la choucroute là, hop, tac. Je vous mets donc l'inscription, il y a une invitation qui est repartie pour le cycle 2, mais là, vous pouvez vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait, parce que tout ça chaîne, hein, on va bien voir que la question du temps, on va un peu déborder sur la question des compétences, bien entendu. Jeudi, on va parler de compétences, mais on parlera également de temps, et quand on va parler de formation, tout ça, c'est lié, ça fait une bonne matière qu'on exploitera en termes de compte-rendu, en termes d'éditorialisation. Voilà, et ça, n'hésitez pas à y contribuer. Je vous fais une relance on a lancé dans ce cadre-là une enquête avec Oasis Mobilité, qui est un des partenaires du cycle compétences des représentants du personnel avec qui on en parle. Donc, n'hésitez pas à répondre si vous ne l'avez pas encore fait. Les verbatims sont super intéressants. On a déjà plus de 300 répondants. Donc, là aussi, ça va être une super matière à traiter. Et dernière chose, avec mes petites promos, là, je vous mets la dernière petite promo, c'est que nous lançons en partenariat, grâce au soutien de HubCop, représenté ici par Virginie Linard, qui est DRH du groupe Hub, on lance la fabrique du militant. C'est un podcast. Alors, c'est un podcast qui est à l'initiative de À savoir égal, monté par 2 anciennes collègues journalistes qui ont monté donc une agence de e-learning et de création de contenu pédagogique. Et donc, elles ont eu l'idée de lancer donc un podcast qui s'appelle La Fabrique du Militant. On vous proposer 8 épisodes. Et là, vous pouvez découvrir le teaser, sachant que le premier épisode vous sera présenté le 21 novembre prochain. Donc, voici pour les petites promos que je voulais vous faire. Donc, moi, je suis Rodolphe Ederlé, je suis le responsable de Miroir Social et je vais avoir le plaisir de présenter et d'animer cette première matinée. Donc, bienvenue à vous dans le chat. Je pense que c'est un sujet où il va y avoir pas mal de rebonds potentiels. Ça va vous parler sur comment ça se passe dans vos entreprises respectives, peut-être des partages sur comment vous avez, comment vous avez fait en sorte que votre temps soit mieux reconnu. Bref, des retours d'expérience, n'hésitez pas dans le chat, à l'écrit, on les regardera attentivement pour rebondir dessus et les prendre au bon. Donc, on va commencer. Je le redis, merci à nos à nos 4 intervenants. Donc, Olivier Collet, toi, tu représentes donc Sextant Expertise qui porte cette première rencontre. Merci à Sextant. Virginie Linard, merci à toi
donc tu es DRH du groupe Up, de porter la parole des RH. Hein. Je ne cache pas que sur le sujet, ça ne bouscule pas au portillon du côté de tes collègues et confrères pour parler du sujet. Donc, merci à toi. Et donc, c'est très bien d'entendre la parole RH sur ce sujet qui est tout à fait légitime, hein, parce que vous êtes clairement partie prenante dans l'histoire. Xavier Bureau, toi, tu représentes la CGT, la Fédération des sociétés d'études, et tu nous expliqueras comment ça se passe du côté de chez toi. Benjamin Pirot, tu représentes la CFTC chez Worldline, donc une ESN, et nous aurons Daniel Lavol qui est un peu qui a quelques contraintes techniques pour nous rejoindre et qui va. Alors Daniel, j'en suis toujours à chargement des vidéos, est-ce normal? Bon, je vais essayer de récupérer Daniel parce que ce serait vraiment bien de l'entendre. Daniel, elle représente la CFDT au Crédit Agricole. Donc, je vais m'employer à ce qu'on puisse au moins entendre et voir encore mieux Daniel Lavol. On va commencer. Olivier, donc toi, tu es donc formateur chez Sextant Expertise. Ce qui est intéressant aussi avec toi, c'est que tu es élu. Et ce qui est également intéressant avec ton rôle de formateur, c'est que tu entends beaucoup dans le cadre des formations que tu animes et que tu dispenses, vous êtes quand même sur tous les sujets. Souvent, régulièrement, les élus, forcément, la question de la valorisation se pose et la reconnaissance, et notamment la question du temps se pose. Et donc, ça va vraiment être intéressant de t'entendre et pas plus tard que maintenant. Hein. Donc, je te passe la parole, Olivier, et peut-être en préambule, si tu pouvais nous présenter, parce qu'on parle de temps. Hein, temps de représentation des élus. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, temps de représentation, et qu'est-ce qu'il faut border et qu'est-ce qu'il faut circonscrire et également, si tu peux nous faire un peu un rappel à la loi, peut-être, sur le cadre de ce temps. À toi. Volontiers. Juste une petite précision, je suis un ancien élu, je suis plus élu, hein. Donc ça c'est un point. Alors le cadre, tout d'abord de se dire que l'employeur donc doit laisser du temps aux représentants du personnel pour exercer leur mandat. Donc ça c'est le premier point, c'est un point qui est important. C'est donc du temps qui est pris sur le temps de travail. D'accord. Ça veut dire que c'est pas du temps sur les soirées, c'est pas du temps sur les week-ends, c'est pas du temps sur les vacances. Ça, que ce soit clair. Donc le droit prévoit ce temps et l'encadre. Voilà. Donc l'employeur doit donc aménager la charge de travail des représentants du personnel, d'accord, pour qu'ils puissent justement consacrer du temps à leur mandat, à l'exercice de leur mandat, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on entend par ces temps? Il y a deux grandes catégories de temps en fait. Les temps de mandat, il y a le crédit mensuel d'heures de délégation, ce qu'on appelle les heures de délégation, d'accord. On va y revenir. C'est utilisable de droit pour exercer la plupart des actions représentatives. Et puis, le deuxième temps, ce que j'appellerais les heures spécifiques, c'est du temps qui sont consacrés à certaines activités spécifiques. C'est donc payé comme du temps de travail, mais ce n'est pas déduit des heures de délégation. Vous avez tous à l'esprit, par exemple, la réunion plénière, donc la réunion avec la présence de l'employeur. D'accord ? Alors, pour revenir sur les heures de délégation, premier point, c'est de se dire que selon la taille de l'entreprise, effectivement, le nombre d'heures le nombre d'heures légales n'est pas la même. Ça commence dès 11 salariés. À partir de 11 salariés, vous avez le droit à 10 heures d'heures de délégation et ça va jusqu'à 10 000 salariés. Au-delà de 10 000, c'est jusqu'à 34 heures de délégation. Donc, on est dans une fourchette entre 10 et 34 heures d'un point de vue légal. Et ce qui peut venir en supplément via la négociation, et ça sera pas dans un accord de fonctionnement ou dans le règlement intérieur, c'est des heures en plus, par exemple, pour certaines fonctions. On pense au bureau, par exemple, pour les secrétaires, trésoriers, les adjoints. Et puis, on pense également à certaines commissions, effectivement, notamment quand il y a des suppléants dans ces commissions, puisque ces heures de délégation ne sont que pour les titulaires. Si on regarde maintenant ces fameuses heures spécifiques, les heures qui sont payées sans limite, on va retrouver bien sûr les réunions plénières de CSE, les temps de trajet correspondants, donc ça c'est intégral. Normalement c'est payé sans limite. Néanmoins, récemment, lors d'une formation, on a des élus qui nous ont remonté effectivement que l'employeur souhaitait caper ces réunions.
Voilà. Il y a un seul cas jusqu'à maintenant, mais voilà, c'est-à-dire que la direction estime que, admettons, la réunion plénière doit durer 4 heures maximum, et au-delà de ces 4 heures, en annualisant, pardon, on se retrouverait donc à poser des heures de délégation si on dépassait ce quota. On va retrouver également dans ces heures payées sans limite tout ce qui est enquête après accident du travail grave ou incident répété révélant un risque grave, recherche de mesures quand il y a des situations d'urgence et des dangers graves, et enfin tout ce qui est réunion de la commission SSCT quand elle existe. On va retrouver également des heures payées, cette fois-ci avec limite, ça va être le temps consacré aux réunions des autres commissions que la commission SSCT, d'accord? Et puis, ce qui peut venir en supplément aussi par la négociation, c'est par exemple que les suppléants puissent participer effectivement aux réunions plénières. Ça arrive effectivement, on va dire, dans 15 à 20% des CSE qu'on voit en formation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment finalement définir ces temps? L'élu qui vient de commencer son mandat devrait avoir normalement un entretien de début de mandat, d'accord, pour prendre en compte effectivement d'un point de vue opérationnel le temps qui est lié à son mandat. Donc normalement c'est une réunion qui doit avoir lieu entre le salarié représentant du personnel, son manager et un représentant des ressources humaines. Et normalement on doit adapter l'objectif en fonction du temps estimé du mandat. Donc, je vous l'ai dit, il y a 2 types de temps, il va falloir prendre en compte ces 2 types de temps. C'est-à-dire que, effectivement, prenons l'exemple assez simple d'un commercial qui serait représentant du personnel. Imaginons qu'il est en objectif quantifié un chiffre d'affaires de 100 000 € à réaliser. Imaginons que ces heures de délégation représentent 20% de son temps de travail et que les heures spécifiques représentent 5% de son temps de travail. L'objectif doit être revu à la baisse et normalement, il devrait faire donc 75 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc, une adaptation effectivement de la charge de travail par rapport à ces temps passés. Olivier? Oui. Oui, alors à moins que je te coupe peut-être dans ton élan, mais non, vas-y. Tu as parlé de ces différents temps. Et comment est-ce que et après Virginie pourra rebondir vraiment là-dessus. Est-ce que ce temps, comment les directions comptabilisent ce temps, le suivent? Est-ce qu'il y a un suivi analytique de ce temps? Est-ce que ce temps doit être compté? Comment est-il compté? Et sans déflorer un peu ce que tu vas dire, mais en quoi c'est compliqué en termes de gestion des temps. Déjà, la gestion des temps dans les entreprises, c'est pas facile, mais quand on rajoute la couche des élus, ça complexifie encore plus l'histoire. Exactement. Alors, justement, premier constat déjà, alors par rapport au CSE qu'on forme, on se rend compte que en gros, il y a 55% à peu près des élus qui ne posent pas leurs heures de délégation. D'accord? Il y a une entente, en fait, entre l'employeur et les élus. Et je pense qu'on va y revenir durant ce webinaire avec d'autres interventions. Mais effectivement, il y a une relation de confiance qui est faite entre effectivement les élus et la direction. Notamment une des raisons pour lesquelles, c'est pas la seule bien sûr, hein, mais une des raisons pour lesquelles effectivement beaucoup d'élus ne posent pas leurs heures de délégation en accord avec la direction, c'est que c'est difficile à suivre. Il faut qu'effectivement l'outil de déclaration des temps, que pour n'importe quel salarié, inclut effectivement tout ce qui est les heures de délégation, mais aussi les heures spécifiques dont on a parlé, les reports de temps d'un mois sur l'autre, et également la mutualisation des temps entre les différents élus titulaires. D'accord? Donc effectivement, c'est difficile à suivre, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles effectivement dans certaines entreprises on ne pose pas toujours ces heures de délégation, c'est parce que c'est parfois difficile à suivre. Si on veut caricaturer, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ça va dépendre en fait de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté de l'entreprise,
Et puis, ça va dépendre aussi du secteur d'activité. Si on parle de taille d'entreprise, on va dire que c'est plutôt les grandes sociétés, dans les grandes sociétés où les élus vont avoir tendance à poser systématiquement leurs heures de délégation. Si on arrive dans les PME, ça va être un peu plus, voilà, ça va être un peu plus artisanal, on va dire. Et c'est de la même manière, plus la société va être ancienne, plus elle a l'habitude du dialogue social et plus on appliquera effectivement la pose des heures de délégation. Le cas extrême, c'est la start-up, où effectivement les CSE sont tout nouveaux dans les startups et donc résultat des courses, on fait ça un petit peu en plus de son boulot. Il y a un collectif qui a mis en avant le baby-foot c'est bien, le droit du travail c'est mieux, voilà. Donc pour donner un peu l'esprit. Et donc si on caricature maintenant au niveau des secteurs d'activité, on va se rendre compte que au niveau industrie, commerce, il y a une habitude qui a été prise de poser ses heures. Il y a à la fois un effet syndical et en même temps il y a aussi le fait que ces secteurs comptabilisent depuis longtemps les unités de temps. En parallèle, on va avoir les ESN, les sociétés de conseil, plutôt le tertiaire, où effectivement les heures de délégation sont moins posées. L'employeur met en avant effectivement une confiance réciproque. C'est souvent des sociétés où il y a beaucoup de cadres, donc peu syndiqués, avec une autonomie opérationnelle de la part de ces personnes. Et donc, si le travail n'est pas fait, en fait, le salarié va effectuer son travail, soit le soir, soit les week-ends, etc. Donc, on joue un peu sur la conscience professionnelle des élus, dans ce cas, effectivement, pour rattraper éventuellement le travail. L'employeur peut jouer là-dessus aussi, également. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien. Toi, tu plaides pour donc le pointage. Ouais, alors pourquoi je plaide pour le pointage? D'abord, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Il faut avoir ça à l'esprit. Et si on reprend, alors vous inquiétez pas, il y aura qu'une citation. Si je reprends Nietzsche et qu'on se met côté employeur, Nietzsche disait la valeur d'une chose réside parfois non dans ce qu'on en tire, mais dans ce qu'on paye pour elle, dans ce qu'elle coûte. Donc les problématiques, si jamais on pose pas ces heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est élu, ça demande de s'impliquer au CSE et cette implication, elle prend du temps. Donc il y a un risque, effectivement, si vous posez pas vos heures, de sous-utilisation de ces heures, parce que vous ne les mesurez pas, et donc peut-être d'un niveau d'implication au sein du CSE qui va être insuffisant. De la même manière, comment adapter les objectifs professionnels des élus dans l'entretien de début de mandat si effectivement on n'estime pas ces heures? D'accord? Si à un moment donné, on ne les mesure pas. De la même manière, s'il y a besoin de renégocier un accord de fonctionnement, l'employeur peut reprocher au CSE de ne pas utiliser ses heures de délégation et donc, effectivement, dans ce cas, ne pas revenir sur quelque chose de plus, de mieux disant pour les représentants du personnel. De la même manière, s'il y a besoin d'attaquer pour discrimination en lien avec le mandat au CSE, qu'on soit élu ou RS, il n'y a pas ou peu de preuves que la personne a bien exercé son mandat, effectivement, si elle n'a pas posé ses heures de délégation. Et enfin, le dernier point que je mets en avant, mais c'est probablement pas exhaustif, si effectivement un élu a besoin de se faire payer des heures supplémentaires ou a besoin de constater une surcharge de travail, la situation sera difficile, effectivement, si l'élu n'a jamais posé ses heures de délégation. Entendu. Alors, par contre, Olivier, OK, très bien, mais tu vois, on va voir, et ça va être d'autant plus intéressant avec les témoignages de Virginie et j'espère, de la représentante CFDT du Crédit Agricole, ou Crédit Agricole et a fortiori Crédit Agricole, donc un grand groupe où il n'y a pas de, enfin, ça dépend des entités, mais là, en l'occurrence, au niveau groupe, il n'y a pas d'imputation, de traçabilité, on va dire, analytique du temps. Et ça m'amène à la question, en quoi le point saillant, OK, le suivi, le pointage, mais en quoi, quel est le décalage, enfin le lien que tu fais avec la capacité d'un élu, là, qui n'est pas permanent, hein, qui est à 30%, à intégrer le temps qu'il va passer dans son mandat, dans les plannings opérationnels au niveau de la continuité d'activité, au niveau opérationnel, au quotidien. Comment ça se passe? C'est une chose de pointer, c'est une autre de caler et de s'organiser au mieux en bonne intelligence avec le collectif et avec la ligne hiérarchique pour faire en sorte que son temps puisse se coordonner au mieux avec son temps opérationnel. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Ouais, je pense que j'ai compris ta question. Donc, en fait, effectivement, il y a
deux types de déclarations possibles. Il y a la déclaration légale. Et là, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est pour un élu aujourd'hui qui ne pose pas ses heures de délégation et qui demain souhaiterait les poser, se dire quel est l'enjeu pour moi? Quel est l'enjeu pour le CSE? Si le niveau de dialogue social est bon dans l'entreprise, est-ce que j'ai besoin finalement de remettre en question alors que ça fonctionne plutôt bien? Bon, évidemment, là, j'ai envie de dire, la réponse est dans la question. Si ça fonctionne bien, pourquoi changer? Maintenant, effectivement, il y a cette fois-ci cette déclaration opérationnelle, donc qui n'est pas enregistrée forcément. Et là, ça va être effectivement pour éviter de perturber le service, d'estimer ce temps, d'enregistrer ce temps et d'avoir des discussions avec son manager, effectivement, pour que le manager prenne bien en compte effectivement ces absences liées au mandat, d'accord, et donc prévoir effectivement éventuellement qu'à certains moments donnés, il y ait d'autres personnes qui montent plus en charge parce que effectivement le salarié élu lui sera plus sur ses prérogatives au CSE. Entendu. Parfait, Olivier. Entendu. Bah, écoutez, je passe la parole à Virginie. C'est bon pour toi? N'hésite pas à rebondir après au fil des échanges. Je pense que c'est ça qui va être intéressant aussi d'entendre nos intervenants et rebondir dessus. Hein, n'hésite pas. Merci beaucoup, Rodolphe. En termes d'introduction, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Nickel. Ok, merci à toi en tout cas. C'était vraiment bien de poser avec toi. Là, ça a permis de bien poser le sujet. Virginie Linard. Donc toi, tu es DRH de Hubcop. Donc qui est une ETI, hein, une grosse ETI, une belle ETI, on va dire. Et donc chez Hubcop, il n'y a pas de pointage. Comme Olivier le spécifiait, vous fonctionnez à la confiance, avec, comme Olivier l'a pointé, les risques potentiellement indus par la confiance. Hein. Au regard de cette introduction d'Olivier, comment tu positionnes l'approche que vous avez, qui est pas, comme on a cadré, tu m'as bien dit que elle n'était pas gravée dans le marbre, en tout cas, c'était celle-ci actuellement, et qu'elle n'était pas remise en cause au moment où on se parlait. Mais qu'est-ce qui vous conduit à être dans une logique de confiance dans une entreprise où, si je me trompe pas, il n'y a pas de permanent. Hein, l'ensemble des élus ont une activité opérationnelle claire en parallèle. Et donc, à toi la parole, Virginie. Ok. Merci Rodolphe. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je suis DRH au sein de la coopérative Hubcop et aussi DRH du groupe. Mais moi, j'anime le dialogue social et je préside le dialogue social pour la société mère, la coopérative Hubcop. Donc, à peu près 800 salariés. Et effectivement, jusqu'à maintenant, Hubcop a pris le parti de travailler en confiance avec les élus. Et effectivement, nous on déclare pas, on n'a pas d'outil de déclaration d'heures de délégation. Donc tous les ans, début d'année, on transmet à l'ensemble de la ligne managériale le nombre d'heures de délégation qui est rattaché à chaque élu, ce qui permet effectivement, comme le disait Olivier tout à l'heure, de pouvoir aussi adapter les objectifs en fonction des heures de délégation et du nombre de mandats qui est porté par chacun des élus. On fait un entretien effectivement de début de mandat pour voir s'il y a des adaptations, des points de vigilance à apporter et vraiment à essayer de créer du lien entre le manager et le collaborateur. On forme aussi nos managers en début de mandat et on les incite aussi à partager leurs expériences parce que voilà, l'objectif, on part sur ce postulat de confiance. Nous, dans la convention collective d'entreprise, il est inscrit le devoir de se syndiquer. Donc ça fait vraiment partie des éléments fondateurs de l'entreprise. Donc, les managers sont sensibilisés dès le démarrage, à partir du moment, chaque salarié, de toute façon, est sensibilisé à cette appartenance, voilà, ce lien particulier qu'on peut avoir avec le monde syndical et les organisations syndicales. On inscrit donc comme un devoir de se syndiquer et de fait, ça veut dire aussi que nos managers doivent être accompagnés pour pouvoir prendre en considération effectivement le temps que les élus vont consacrer à leur mandat. Donc, comme le disait Olivier, il y a les temps de délégation,
qui leur permettent effectivement de travailler sur un certain nombre de sujets, de partager, de préparer les réunions, les ordres du jour, du CSE. Enfin voilà, il y a différents sujets, les négos, ce genre de choses. Et puis effectivement, il y a les temps qui sont qui viennent en plus, que ce soit les réunions CSE exceptionnelles, les commissions. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on explique aux managers en début de mandat dans le cadre des formations, pour leur expliquer effectivement comment ça fonctionne, parce que les managers sont très focus sur les heures de délégation, mais il faut justement qu'ils prennent en considération les heures supplémentaires, les heures de réunion qui peuvent durer, comme on le sait parfois. Voilà, une réunion CSE, on pense que ça va durer 4 heures et puis en fait, ça dure plus longtemps parce qu'il y a la nécessité de ces échanges, de ces débats, qu'il y a des rebonds, qu'on a des intervenants qui viennent apporter des éléments d'explication et que ça peut prendre effectivement du temps. Donc nous en plus, on donne la possibilité, alors ça a été aussi évoqué, aux suppléants de participer au CSE. Donc on peut se retrouver à nombreux autour de la table dans le cas des réunions des plénières. Mais voilà, ça fait partie, en tout cas, ça fait partie des points sur lesquels ça nécessite, comme tu le disais, Rodolphe, de la confiance entre les élus, la direction et les élus. Ça nécessite aussi du dialogue. C'est-à-dire que quand on a des situations qui sont, puisque c'est pas un système parfait. Je ne sais pas s'il y a un système parfait entre la déclaration de tout ou basé sur la confiance. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le système qui existe depuis bon nombre d'années. Je sais qu'il y a eu une tentative de mettre en place un tableau Excel pour déclarer les heures et puis en fait, ça a vite été mis de côté parce que je crois, comme le disait Olivier, c'est pas forcément facile en termes de suivi et de gestion. Donc voilà, donc à date, entre les élus et la direction, pour l'instant, on n'a pas d'outils de suivi des heures de délégation. Voilà. On sait qu'il y a des moments qui sont un petit peu plus intenses, les périodes de NAO, quand on est en négociation, ou on a aussi, nous, dans l'entreprise, quand l'entreprise a des temps aussi de vie qui nécessitent peut-être un petit peu plus de plénière, de CSE exceptionnel, on le prend en compte, on essaie de le prendre en compte. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre les moments où les élus sont extrêmement sollicités et puis des temps où il y a peut-être un petit peu moins d'actualité ou d'activité. Voilà. Mais pour l'instant, je ne sais pas si j'ai des élus de UpCop qui sont connectés, mais voilà, pour l'instant, on a trouvé cet équilibre et pour l'instant, c'est pas remis en question à date. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas un besoin qui a été remonté ni de la part des élus ni de la part de la direction. Oui, parce que en fait, ça sous-entend que, comme tu le disais, il n'y a pas de solution miracle, mais que ça sous-entend, a priori, il n'y a pas de dérives manifestes qui font que vous allez cogiter sur autre chose, et que ça sous-entendait quand même une transparence des deux côtés, tant du côté du management que de la ligne hiérarchique, que des élus. Ça veut dire quoi concrètement, la transparence des deux côtés? Ça veut dire que quand il y a des situations qui, alors je vais pas dire d'abus ou d'un côté comme de l'autre, on peut avoir effectivement des managers qui ont envie de faire un peu d'excès de zèle et qui peuvent être effectivement qui peuvent parfois dire voilà, mon collaborateur il passe beaucoup trop de temps et voilà, je n'arrive pas à suivre son activité. On essaye effectivement avec le manager et avec l'élu de trouver des solutions justement pour clarifier cette situation, pour reposer aussi le cadre et les choses de chacun des côtés. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas eu de situation qui nécessite qu'on se repose la question. En tout cas, à ce stade, voilà, on essaie de trouver des solutions. Et effectivement, ça peut être aussi, par exemple, de partager son agenda d'élu ou d'intégrer une couleur dans son agenda qui permet aussi au manager de visualiser les temps, les temps qui sont consacrés effectivement au mandat. Ça ne veut pas dire qu'on a le détail de ce qu'il y a dedans, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui existent et sur lesquelles on essaye de réfléchir ensemble.
Ça peut aussi reposer le cadre aussi parfois auprès des élus en disant bah voilà, attention parce que je sais plus si c'est Olivier qui en parlait tout à l'heure, mais il faut pas non plus donner le sentiment au reste de l'équipe que du coup ils doivent compenser en termes d'activité et d'opérationnalité le temps que l'élu peut passer à ses mandats. Donc il faut trouver aussi le bon équilibre parce que c'est vrai que parfois aussi je sais qu'on a eu des situations, quelques situations dans certaines équipes où on a eu des collaborateurs qui ont remonté auprès de leur manager. Bah oui, bah il est bien gentil ou elle est bien gentille avec ses mandats, mais pendant ce temps-là, enfin voilà, c'est nous qui devons réaliser le travail qui n'est pas fait, l'activité qui n'est pas faite. Même si les élus, le temps qu'ils consacrent, bah bien évidemment, c'est dans l'intérêt collectif et ils portent aussi les intérêts des salariés. Donc, faut trouver toujours, c'est un peu toujours trouver le bon équilibre, qui est pas toujours facile. Et puis voilà, il y a des moments où tout va bien, et puis il y a des moments où il y a des petits temps de crispation. C'est là où effectivement on se repose la question de savoir si est-ce qu'on industrialise, est-ce qu'on formalise, est-ce qu'on met en place cet outil qui permet d'avoir quelque chose de très entre guillemets objectif, ou est-ce qu'effectivement on reste sur cette est-ce qu'on reste sur ce postulat de confiance et voilà après. Nous à la direction, on passe quand même aussi pas mal de temps avec nos élus, donc voilà. Et puis après, c'est aussi effectivement dans l'entretien de progrès et aussi dans l'entretien de mandat. Et ça, on le dit aussi aux managers. À un moment, il faut aussi être en alerte si on sent qu'on a un débordement entre l'activité, parce que les élus chez nous, effectivement, comme tu le disais, Rodolphe, ils ont aussi une activité professionnelle. Donc des fois, trouver le bon équilibre entre eux, on est très investi dans son travail, on est très investi dans ses mandats. Et du coup, il faut aussi être vigilant à pas dépasser l'équilibre qui pourrait effectivement mettre en difficulté l'élu, soit dans son quotidien, dans son travail, soit dans sa représentativité. Donc voilà, il y a des curseurs aussi sur lesquels il faut qu'on soit attentif, nous la direction et la ligne managériale pour ne pas non plus mettre en difficulté nos élus avec une surcharge de travail, avec effectivement on sait que voilà, des fois dans l'actualité, il y a beaucoup de temps qui est consacré au mandat. Et du coup, moi, je sais qu'on a des élus aussi qui, du coup, prennent sur leur temps personnel parfois un petit peu pour pouvoir être à jour de leur activité professionnelle. Donc, c'est là où il faut être vigilant. D'accord. Ok, c'est vraiment un travail vraiment de suivi au quotidien. Alors, Virginie, je t'invite il y a des questions qui te concernent dans le chat. N'hésite pas il y a notamment sur la convention collective dont tu as parlé avec le devoir de syndicalisation. On te demande si le support de formation des managers, il est partageable. Voilà, je te laisse répondre. Il y a un rebond intéressant d'une pratique qui est partagée que je retrouve de Florence Jacquet, qui dit lors de l'entretien de prise de mandat, on fait les prévisions des heures et à la fin du mois, on régularise sur les heures passées en entretien. En termes de pratique, de partage d'expérience, c'est intéressant à suivre. Merci à Waiba, qui est une fidèle de Miroir Social depuis longtemps. Bonjour Waiba, et en direct d'Algérie, et qui explique, Waiba, elle a été déléguée syndicale pendant très longtemps, CGT, dans l'intérim, et elle explique la difficulté des prises d'heures de délègues dans le secteur de l'intérim. Voilà. Bienvenue à toi, Waiba. Voilà. Donc, n'hésite pas à répondre. Oui, les élus UP sont dans la place. Ouais, et donc, n'hésite pas à répondre si tu le sens, quoi, et comment, voilà, dans le chat, et puis à rebondir au fil de nos échanges. En tout cas, merci à toi, Virginie. Avec plaisir. Alors, normalement, attendez parce que là, moi, je suis bien gentil, mais on n'a toujours pas récupéré Daniel. Et alors, pendant que je vais m'employer à récupérer Daniel, parce que Daniel, elle va nous apporter un éclairage qui est complémentaire à celui de Virginie, mais avec une parole d'élu, de délégué syndical CFDT au Crédit Agricole, donc une grosse société au niveau du groupe, où là aussi, dans ce périmètre-là, on n'impute pas les heures. Mais elle sera bien mieux placée que moi pour en parler, donc je vais laisser ça en suspens et je vais passer la parole à Benjamin. Donc Benjamin Pirot,
Benjamin Pirot. Donc toi, tu es le délégué syndical central de Worldline, d'accord. Et donc, tu m'expliquais que chez vous, il y a un code, on va dire, il y a un code IRP dans l'outil de suivi d'activité que vous avez. Les élus le renseignent, hein, vous faites passer le message comme quoi il faut le renseigner. Donc ce côté traçabilité, comptabilisation des heures de façon globale et pour consolider le tout. Mais toi, tu as des doutes sur ce qu'en fait la direction des ressources humaines de Worldline. Pour toi, c'est bon, vous le faites, mais a priori, il se passe pas grand-chose, enfin, on n'en fait pas grand-chose du côté RH, mais voilà. Par contre, toi, tu constates surtout que dans une entreprise comme Worldline, une société essentiellement de cadres, avec des équipes qui sont surchargées, la question des heures perdues, elle est patente. Et je te laisse étayer. C'est la notion d'heure perdue qui a déjà été abordée dans le chat, hein, et en quoi c'est un problème pour toi, hein, en tant que délégué syndical de la CFTC. À toi. Oui, je reviens sur le tout début de ta question. Globalement, les heures sont renseignées, mais c'est vrai que pour les élus qui font peu d'heures, peut-être 1 heure par semaine, des fois ça a tendance un petit peu à être invisibilisé, à passer à l'as. Et donc oui, effectivement, on est dans un fonctionnement où la direction ne regarde pas trop les heures qui sont prises. Sans doute qu'elle regarde le cumul de temps en temps, et tant que ça ne dépasse pas le quota qu'elle avait prévu, elle ne vient pas nous chercher des noises. Et bon, ça semble aussi convenir aux élus, hein. Qu'on ne vienne pas les embêter si parfois on dépasse d'1 heure ou 2 dans un mois sur le quota qui était prévu. Donc ensuite, effectivement, il y a un vrai sujet des heures perdues, c'est-à-dire que, contrairement à ce que disait Virginie juste avant moi, la direction ne prend pas, enfin ne pousse pas à l'utilisation de ces heures, forme le manager, mais de manière assez légère sur la prise en compte des élus mandatés dans l'organisation des équipes. Donc voilà, au final, il y a plutôt un standard qui est que l'opérationnel, chez nous, prend toujours le pas sur la représentation du personnel, par défaut, hein. Les plannings des équipes ne prennent pas spécialement en compte les heures de délégation à l'avance. Donc, c'est un petit peu à chaque élu individuellement de défendre sa situation auprès de son manager, de le sensibiliser lui-même, de lui rappeler les obligations légales, etc. Donc oui, forcément, ça crée des pertes, hein. Les élus ont tendance à ne pas prendre leurs heures de délégation, du moins dans les situations où il n'y a pas des gros sujets urgents, etc. Donc, bien sûr, quand il y a une actualité forte, ils vont se libérer. Mais quand il n'y en a pas, tout ce qui est le travail de fond, par exemple se former sur les aspects légaux, etc., ça a tendance à ne jamais être fait. On ne va pas prendre ces heures de délégation pour ça, quoi. Et bon, comme en plus chez nous, les heures sont mensualisées, qu'il n'y a pas de report d'heures possible, etc., oui, la perte d'heures de délégation, elle est claire. Elle est claire. Je dirais qu'elle est surtout claire chez les élus qui ont peu d'heures de délégation. Ceux qui sont très impliqués dans le CSE, les moteurs, eux, bien sûr, ils prennent leurs heures, ils sont impliqués dans plein de commissions. Donc, mécaniquement, ils ont des réunions toutes les semaines qui font qu'ils utilisent leurs heures. Mais ceux qui sont moins impliqués, voilà, ils peuvent se faire bouffer, entre guillemets, par le quotidien. Merci à toi, Benjamin. Alors, tu m'expliquais un truc rigolo quand on a cadré. Tu me disais, par contre, quand il y avait des périodes de négociation assez tendues chez Worldline, jugées importantes par la direction, par exemple une RCC, et ben là, par contre, la direction s'employait à faire passer le message à la ligne hiérarchique comme quoi il fallait que les élus puissent prendre leurs heures. Oui, effectivement. Autant d'habitude, la direction envoie uniquement une fois en début de mandat au manager les heures de délégation des élus. Autant la direction, quand elle y trouve son intérêt, elle sait très bien demander au manager de dégager du temps aux négociateurs
Donc effectivement, c'est un cas qu'on a observé il y a 6 mois. Hein. Donc, et ça a été efficace, hein, du coup. Bien sûr, les négociateurs se retrouvent en position de force face à leur management pour dire désolé, mais il y a eu une grosse réunion imprévue, je dois mettre de côté l'opérationnel, s'il te plaît, trouve quelqu'un pour reprendre ma tâche, ou bien repousse-la pour moi, quoi. Entendu. Alors toi, tu es délégué syndical central, donc tu coordonnes l'équipe CFTC et tu m'expliquais que pour toi, la meilleure façon pour que... Alors peut-être que je vais dire une bêtise parce qu'en fait, ça n'a pas été très poli, mais pendant 3 minutes, j'étais en discussion pour récupérer la représentante CFDT qu'on ne récupérera pas. Donc, je vais reprendre ses propos à ma sauce. Ça sera un peu amoindri, mais donc, je n'ai pas pu vraiment t'écouter. Donc, j'espère que tu ne l'as pas dit, mais alors, je te lance quand même sur le côté, pour toi, avec ta casquette de coordinateur, la meilleure façon pour rendre un élu, le sentir légitime pour imposer, pas imposer, parce que ça ne doit pas s'imposer, mais pour être légitime, pour prendre ses heures, c'est de lui donner que le rôle qu'il porte et les activités qu'il va porter et les missions qu'il va avoir aient du sens. On est d'accord? Et donc, ça, c'est ta responsabilité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, en début de mandat, quand les élus ou les nouveaux élus ne savent pas forcément trop s'y prendre, j'essaye de leur trouver des petits sujets concrets par exemple, des sujets sur lesquels ils soutiennent directement un salarié. Alors ça a tout de suite du sens. Quand on voit directement l'effet de nos actions, c'est plus simple que sur des sujets un peu plus abstraits, on va dire. Je fais aussi en sorte que, en début de mandat, les élus traitent à plusieurs les sujets. Donc, on met un élu expérimenté avec 1, 2, 3 élus moins expérimentés. Donc, voilà, ça permet de rassurer tous ceux qui ne se sentent pas forcément légitimes en début de mandat, qui ne sont pas très formés, etc. Donc, voilà, ça commence comme ça. Ça permet de mettre dans le bain les gens qui ne sont pas forcément en confiance. Voilà, donc ça, c'est un sujet. Et ensuite, bien sûr, on essaie aussi de mettre des réunions périodiques en place où on partage les infos. Par exemple, avec les élus locaux, on va leur partager les infos nationales, qui descendent du CSE national, et inversement. Donc, et souvent, ça leur permet de voir qu'il se passe des choses dans l'entreprise qui nécessitent l'action des élus. Enfin voilà, ça leur permet de commencer à sentir le sens des IRP de nos délégations, quoi. Ça leur permet aussi de montrer qu'il y a des élus qui font des choses dans l'entreprise, tout simplement, hein. Qu'il y a vraiment des tâches et que si eux ils ont envie de s'impliquer, ils ne seront pas seuls à porter des sujets parfois un petit peu lourds. Donc voilà, ça leur donne des exemples un petit peu qui peuvent être inspirants. Puis voilà, une fois qu'on a monté comme ça ce système où on crée des petites tâches concrètes, où on montre le sens du métier, petit à petit, c'est plus facile pour les élus de prendre des sujets peut-être un peu plus abstraits, comme rédiger des comptes rendus des réunions avec la direction ou des ordres du jour, ou même se former sur le droit du travail. Ça, c'est des trucs dont ils prennent conscience au fur et à mesure, quoi. Voilà. Entendu, Benjamin. Dernier point avant de passer la parole à Xavier. Tu m'expliquais que, ça on est vraiment dans le sujet, que concilier son temps d'élu, de représentation et son temps opérationnel lié à son métier pour lequel on a été recruté, ça sous-entend d'être bien organisé. Et en soi, ça fait le lien avec jeudi, on va parler des compétences et des soft skills, tout ce qu'on veut lié à l'activité d'élu. Là, on est bien dans le sujet. Et ça, effectivement, de concilier les deux, ça demande une organisation qui tient la route. Oui, tout à fait. Disons que je distinguerais plusieurs types d'élus. Bon, il y a ceux qui sont quasiment à 100%. Donc, pour ceux-là, ils n'ont pas besoin de concilier l'opérationnel avec le rôle d'élu. Donc, même s'ils ne sont pas eux-mêmes organisés dans leur rôle d'élu, c'est pas très grave. Ils arrivent quand même à prendre des tâches de délégation sans problème. Ensuite, il y a les élus qui ont peu d'heures de délégation. Alors, chez nous, c'est souvent les élus locaux. Ils ont quelques heures par semaine. Eux,
s'ils ont posé un petit peu les choses avec leur manager, en général, ils arrivent à dégager 1 heure par semaine pour une réunion périodique, des choses comme ça. Donc ça demande pas trop d'organisation. Et là où ça demande vraiment beaucoup d'organisation, c'est pour ceux qui sont à 50% d'opérationnel, je dirais, et 50% d'IRP. Alors ceux-là, il faut souvent qu'ils soient effectivement très en capacité de planifier et les réunions de délégation et les réunions opérationnelles et de souvent s'adapter. Donc c'est mieux s'ils ont des postes avec un peu de souplesse. Hein. Il vaut mieux avoir de l'autonomie, que ce soit pas ton manager qui te pose tout le temps des réunions, mais que ce soit toi qui puisse un petit peu les poser. Donc oui, ceux-là, on observe que ils sont très très multitâches en fait. Hein. Parce que déjà au CSE, souvent, il faut être multitâche. On est dans plusieurs commissions, etc. Donc oui, c'est ces personnes-là qui sont à 50%. Les seuls qui tiennent le coup sur le long terme, je constate que c'est des gens qui sont très organisés, au profil chef de projet en fait un petit peu. Très bien, Benjamin. Merci pour cet éclairage. Alors, moi, je vous propose, avant de passer la parole peut-être à Xavier, Olivier, tu as peut-être un rebond ou n'hésite pas. Par rapport. Oui, Olivier, tu as un petit rebond? Non, pas spécialement. Ok. Non. On continue, on déroule alors. Et merci il y a pas mal d'échanges dans la salle. Merci à vous, Virginie, de répondre. Aussi, Olivier, tu réponds, j'ai vu. Donc, super. Oui, il y a des questions dans la zone. Oui, il y a la partie questions également. Xavier Bureau. Donc, toi, tu représentes, tu es secrétaire fédéral à la Fédération CGT des sociétés d'études et tu couvres, donc vous couvrez toutes les entreprises du numérique, les ESN, et vous couvrez également les centres d'appel. Et donc, tu vas nous apporter 2 éclairages là-dessus qui vont être très intéressants. Parce qu'elle a dit Worldline, c'est informatique, mais elle ne détache pas des consultants chez les clients, à la différence d'une ESN au pur sucre. Et donc, toi, tu vas nous parler de ces ESN-là, des Capgemini, etc., qui vont détacher des équipes, des consultants chez les clients et qui vont les vendre à 100%, entre guillemets, les vendre à 100%, quand bien même ces consultants ont un mandat d'élu. Et c'est pas sans poser des problèmes quand le client se rend compte que le consultant qu'il a payé à 100% va s'absenter parce qu'il a sa réunion de CSE, parce qu'il a son temps de représentation. Et ça, c'est absolument pas cadré, enfin mal cadré. Et voilà, qu'est-ce que ça t'inspire comme rebond? À toi. Oui, bonjour. Alors, oui, en effet, dans les ESN, on a plusieurs cas de figure. L'un des premiers cas de figure, c'est de placer les consultants chez les clients sans indiquer aux clients que le consultant a alors on peut pas dire qu'il a des mandats, mais qu'il a moins de temps disponible que prévu, et on laisse aux consultants le fait de se débrouiller avec le client pour que ça se voie le moins possible. Alors, quand vous êtes dans une entreprise où ça se passe pas trop mal, je dirais la prise d'heures de délégation, on n'est pas obligé de prendre toutes ces heures. Il y a des réunions 1 fois par mois avec le CSE. Bon, je dirais ça arrive à passer. Mais quand vous êtes dans une entreprise où vous avez un dialogue social qui est plutôt en berne, où vous avez une actualité sociale un peu chaude, là ça pose un réel problème parce que l'élu qui va vouloir faire son mandat correctement va être obligé de prendre des heures et il va se retrouver obligé de s'absenter plus souvent de son poste, et là il y aura une incompréhension avec le client, et une incompréhension que l'entreprise très souvent ne gère pas. Le manager du consultant dit tu vois avec le client lui dit moi j'ai payé à 100%, donc je râle, et très souvent ce qui se passe c'est que le consultant est sorti de la mission. Et on arrive au deuxième cas de figure qu'on a dans les ESN, c'est les consultants qui, dès qu'ils ont des mandats, sont mis sur le banc, donc en intermission, et qu'on laisse comme ça, je dirais,
en attente tout le temps de leur mandat parce que on dit bah nous on peut pas vous positionner parce que vous n'êtes pas à 100%. Et donc on vous laisse sur le banc et on verra s'il y a des petites missions comme ci par-ci par-là et on vous lui donnera. Ça c'est un réel problème parce que là dans ce cadre-là, c'est plus un problème de discussion avec le client, c'est une question de perte de savoir. Dans les ESN, la connaissance et la compétence peut se perdre très rapidement au vu des évolutions extrêmement rapides des technologies. Quelqu'un qui resterait 1 ou 2 ans sur le banc sans toucher à rien va se retrouver un peu en difficulté pour retrouver un job après. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve, ce qui fait que on a énormément de camarades qui se retrouvent à être je dirais, de fait à 100% syndical parce qu'ils ne sont plus en activité chez un client du fait des heures de délégation qu'ils ont. Cette problématique pose aussi une question, c'est que bah, une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, qui aurait des gens sur le banc, donc payés à 100% à rester à rien faire, donc à faire du syndicat, va créer une distorsion entre les autres organisations syndicales où leurs élus seraient en activité chez les clients et pour lesquels ça passerait plus ou moins bien. Alors on a vraiment des difficultés multiples à ce niveau-là. Nous, ce qu'on préconise pour régler un peu ce problème-là, pour éviter que les consultants se retrouvent en porte-à-faux avec les clients et qu'en même temps éviter qu'ils se retrouvent pour pas être en porte-à-faux sur le banc, nous ce qu'on propose c'est que les élus soient mis dans une équipe de renfort qui viendrait renforcer les équipes déjà chez les clients, mais comme ils seraient en renfort, ils pourraient s'absenter plus facilement et donc plus facilement comment s'appelle gérer leur planning. Et c'est là-dessus que nous on table, c'est sur la création d'équipes de renfort qui de toute façon coûterait pas plus à l'entreprise puisque un consultant sur le banc il est payé et bien entendu le renfort serait pas payé par le client mais au moins il servirait à quelque chose et le salarié par lui-même verrait ses compétences maintenues, ce qui n'est pas le cas dans pas mal d'endroits. Ce que Ça, tu me disais. Ouais, ouais. par contre, un petit rebond, Xavier. Alors, tu me disais que vous aviez réussi il y a quelques directions qui ont entendu ce message de bon sens, de dire d'avoir des élus, quand des consultants élus puissent être dans une logique de renfort. Mais après, c'était pas sans poser problème, un frein peut-être un peu psychologique des directions sur le côté, je reprends ton terme, de contagion. Mais alors peut-être parce que c'est la CGT que je représente la CGT, mais il est vrai que il est beaucoup plus difficile à un camarade de la CGT à être mis en renfort dans une équipe que d'autres organisations. Beaucoup d'entreprises voient très mal le fait qu'on puisse donner accès à des élus CGT à des collaborateurs, notamment dans les ESN où il est très difficile de toucher les collaborateurs. Et donc, bah oui, il y a un effet de peur de contagion que l'élu CGT contamine l'équipe et qu'on ait encore plus de voix CGT dans l'entreprise. Alors c'est vrai que il y a pas mal d'entreprises qui ont tendance à plutôt isoler les élus. Alors, en les mettant sur le banc, après en les mettant sur le banc, soit chez eux, soit en les obligeant à venir sur le site de l'entreprise, mais quand d'autres salariés sont pas là, un peu pour surveiller qui fait quoi et comment. Bon, et c'est vrai que la situation est pas très simple à ce niveau-là pour les élus, pour nos élus. Alors, comment ça se passe dans les centres d'appel? Toi, tu viens des centres d'appel, tu connais très bien le secteur. D'ailleurs, vous organisez un colloque la semaine prochaine international sur la problématique dans les centres d'appel. Et comment se pose la question différemment de la prise de temps du temps militant de représentation dans une équipe sur un plateau? Alors là, dans les ESN, la personne elle est toute seule face au client ou elle est toute seule chez elle parce qu'on la met sur le banc.
dans les centres d'appel, c'est un peu différent parce que là, on est au sein d'une équipe, sauf que très souvent, les entreprises ne gèrent pas le fait que la personne qui est dans l'équipe puisse avoir des mandats. Et donc, quand elle s'absente, même si c'est prévu à l'avance, on renforce pas l'équipe pour prendre les appels. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est les collègues qui vont assumer la charge de travail que l'élu aurait dû faire. Et là, ça crée aussi des tensions entre les collègues et l'élu parce que les collègues ne voient pas toujours l'intérêt que l'élu a d'aller en réunion parce que des fois, ça leur passe au-dessus de la tête et je peux concevoir que certaines réunions sont tellement abscons que les salariés n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Mais donc là, la pression, elle est plutôt sur les collègues qui, dans certains cas, vous traitent de feignants parce que vous partez, vous promenez entre guillemets, alors qu'eux, ils sont au taf. Donc c'est une deuxième version de l'entrave qu'on peut mettre aux élus en général sur leur mandat, parce que on fait exercer une pression par les collègues parce qu'on ne met pas les moyens nécessaires pour faire en sorte que la charge de travail de l'élu soit compensée par quelqu'un. Et c'est le problème qu'on a dans énormément d'entreprises de centres d'appel où les effectifs sont toujours très tirés au cordeau et donc dès qu'il y en a un qui manque, voilà, c'est les collègues qui prennent. Est-ce que, alors, je remets mon micro. À t'entendre quand même, Xavier, entre l'exemple de ESN et celui des centres d'appel, on voit bien que c'est limite sacrificiel quand même. Et donc, quid de la capacité justement à trouver des militants qui vont prendre un mandat, quoi, par rapport à ce que tu expliques. Je suis consultant, je suis salarié, je suis un spécialiste, enfin, j'interviens dans les centres d'appel. Les conditions de prise de mandat sont pas quand même optimales au regard de ce que tu dis. Ah non, mais quoi qu'on puisse dire, de toute façon, les entreprises ne font pas le nécessaire pour que un vrai dialogue social puisse s'établir. Par exemple, un truc tout bête, les CSE ont des réunions régulières. Généralement, on connaît même les dates des CSE plusieurs mois à l'avance. Ces dates-là sont rarement communiquées au management de proximité. On laisse à l'élu de le faire. C'est-à-dire que si je prends par exemple les centres d'appel, par exemple, il est assez facile de prévoir des équipes de renforcement si je connais les dates où les gens vont pas être là. Sauf que c'est pas le cas. On laisse à l'élu le soin de le faire. C'est-à-dire, on n'organise pas, contrairement à ce que la loi prévoit, on n'organise pas la réduction de la charge de travail pour que l'élu puisse convenablement faire son mandat. Et là, je parle quand c'est l'activité normale d'un élu, c'est-à-dire les heures normales qu'il a avec les réunions. Mais dès que vous avez des réunions où vous sortez un peu du cadre, par exemple un PSE ou un accord sur le temps de travail un peu complexe ou autre, qui va nécessiter beaucoup plus de temps, nécessiter de rencontrer les salariés, de discuter, de rencontrer les experts. Là, ce temps-là, il n'est pas du tout pris en compte. Ça, on doit se débrouiller. Alors c'est vrai que, je dirais, les vocations pour être élu, on en a de moins en moins. Notamment, on a quand même quelques déperditions au bout d'un mandat, quoi. Et surtout dans les petites entreprises. Ok, merci Xavier. Donc Daniel, malheureusement, on n'aura pas l'écho en première main de la CFDT du Crédit Agricole. Je me permettrai de le faire moi, mais avant ça, peut-être qu'au regard de tout ce qu'on a pu, déjà des témoignages de ce que vous avez pu voir dans le chat, Olivier, là, allez-y, là, on passe un peu en formule libre et donc pour rebondir, je ne doute pas que ça vous inspire de rebond.
Donc, Olivier, si tu veux rebondir, n'hésite pas pour mettre une pièce dans le Pour jukebox. rebondir un peu sur ce que disait Xavier, effectivement, qui parlait de vocation, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, notamment pour ces raisons-là, et on voit bien, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, que la première motivation de nouveaux élus, c'était de combler une liste qui n'était pas complète. Donc, il n'y a pas une réelle vocation d'aller forcément au CSE, mais on a voulu faire plaisir à un moment donné à un ancien élu qui se représente et qui monte une liste. Et donc, effectivement, on découvre tout sans même s'y être intéressé auparavant, j'ai envie de dire. Entendu. Virginie, alors tu représentes pas Virginie, tu représentes pas la NDRH, hein, l'association des directeurs des ressources humaines. Tu te représentes toi en tant que DRH, toi personnellement tout seul, et c'est le mieux. Mais par contre, on a quand même pas mal parlé des directions. Qu'est-ce que ça t'inspire? Peut-être c'est intéressant de t'entendre là-dessus, rebondir comment on en a parlé. Et par contre, tu discutes avec tes collègues, tes confrères et tes consoeurs RH, donc ça peut être intéressant de t'entendre. Ouais, oui. Alors après, effectivement, ce que j'ai entendu, c'est aussi des discussions qu'on peut avoir nous aussi avec nos élus, parce que on se repose des questions, parce que c'est ce qu'on disait. Il y a des temps où tout va bien et tout glisse, et puis des temps où il y a un peu plus de crispation, ou parce qu'aussi il y a une pression de l'activité qui fait que parfois aussi les managers sont peut-être moins enclins à faciliter ces temps de délégation aux collaborateurs, parce qu'ils ont eux-mêmes aussi une pression de leur hiérarchie. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à tout concilier. C'est pas toujours évident. On a déjà eu aussi des discussions sur. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'élus qui sont permanents. On est plutôt sur du 30-40% d'activité d'activité syndicale versus tant d'activité professionnelle. Donc c'est ce que disait, je crois, c'était Benjamin tout à l'heure. C'est vrai qu'on est dans des partages de temps qui sont pas toujours faciles pour l'élu, parce qu'il a envie d'être sur tous les fronts, et quand on commence à avoir pas mal de mandats, c'est vrai que ça nécessite pas mal de temps, et on veut être au rendez-vous partout, et parfois effectivement c'est un peu les situations où il faut vraiment qu'on ait une grande vigilance, et avec les managers et la direction. Alors j'ose espérer que nous on a des élus avec lesquels on a des bonnes relations aussi, et qui sont en capacité aussi de venir nous voir en disant Virginie, là c'est un peu chaud, comment est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une solution, ou est-ce que tu peux parler à mon manager, lui expliquer, voilà. Donc on essaie de trouver ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est quand même sous tension, donc c'est les moments qui sont compliqués. Donc j'entends j'entends ce que vous dites sur la représentativité, et l'importance aussi de qu'on laisse du temps aux élus pour mener à bien leur mission, parce que bien évidemment aussi ils travaillent dans l'intérêt des salariés, pour les évolutions sociales. Donc c'est important. Et nous aussi, ce qu'on a vu, alors je sais pas si vous l'avez vu de votre côté, mais nous on a eu aussi pas mal une forte augmentation aussi de sollicitations de la part des salariés sur des situations individuelles auprès des élus. C'est-à-dire que souvent le premier réflexe que les salariés ont, c'est pas forcément d'en parler avec leur manager, c'est soit d'aller voir directement leurs élus ou la DRH. Chez nous, on a les deux, souvent même voir les deux carrément en même temps. Donc, on se retrouve parfois entre les élus et nous en disant tiens, on a entendu parler de cette situation, nous aussi. Et c'est vrai que ça prend pas mal de temps, parce que je sais que chez nous, les élus font aussi pas mal de tri avant de remonter des situations qui doivent remonter à la direction sur des situations individuelles. Donc ça leur prend pas mal de temps aussi. Et chez nous, ils ont à cœur de faire ce travail aussi parfois de tri entre entre ce qui effectivement relève d'une situation individuelle qu'il faut remonter à la direction, parce que
parce que c'est important ou parce que il faut la traiter, du sentiment de en gros mon manager m'a demandé de travailler, donc c'est pas normal, c'est du harcèlement. Et c'est vrai que nous on a des élus qui sont aussi qui font ce travail de présélection entre guillemets, et du coup ça leur prend aussi pas mal de temps parce qu'ils ont beaucoup de sollicitations à titre individuel. Donc ils travaillent sur le collectif, ils travaillent sur les avantages sociaux, sur voilà toutes les améliorations de conditions de travail, voilà les situations un peu collectives dans le cadre du C2SCT, mais on a aussi pas mal de sollicitations des collaborateurs auprès des élus sur des situations individuelles, et ça leur prend aussi pas mal de temps. Donc il y a tout ça aussi à gérer parce qu'on est aussi dans un monde qui a évolué sur ces aspects et on a beaucoup de sollicitations individuelles, et du coup on va beaucoup se tourner aussi vers les élus pour pouvoir gérer des situations qu'on pourrait des fois même juste gérer directement en allant parler à son manager, soit N+1 et soit N+2. Donc il y a ça aussi qui prend beaucoup de temps. Voilà, je sais pas si vous avez ça aussi dans vos organisations, mais donc voilà, ça démultiplie aussi le nombre de sollicitations des élus. En plus de leurs heures de délégation. Voilà. Je crois que ça va sonner aux oreilles de Benjamin, ça, parce que, à moins que je me trompe, mais Benjamin, vous avez une approche très. J'ai pas mis le lien, mais vous pouvez aller voir le site de la CFTC Worldline, où par exemple, il y a toute une thématique sur les témoignages de salariés, des retours de salariés en situation difficile, hein, en situation de burn-out, hein, pour parler clair, d'épuisement professionnel, des salariés que vous accompagnez. Je parlais précédemment du fait que les équipes étaient en surcharge. Enfin, chez Worldline, ça turbine, et peut-être un peu trop dans certaines équipes. Et comment vous gérez ça individuellement, et le temps que ça prend, comme le disait Virginie. Benjamin, peut-être à toi? Oui, effectivement, nous, étant donné qu'on sort d'une URCC, donc d'un plan de réduction d'effectifs, alors que par ailleurs, il n'y a pas vraiment de réduction de charge de travail, on a de plus en plus de salariés qui ont du mal à tout combiner, d'autant plus que c'est souvent les salariés expérimentés qui sont partis. Enfin bref, je me ressens sur ta question. Effectivement, ça prend de plus en plus de temps. Alors, heureusement, les élus, je parlais tout à l'heure des élus qui de base prennent pas forcément d'action. Ça, c'est quand on a un salarié qui vient vous voir et qui a une problématique très concrète qui va pas bien. Là, tout d'un coup, il y a beaucoup d'élus pour l'accompagner. Donc ça, heureusement, on a ce levier-là d'avoir plein de bonnes volontés qui se débloquent pour les cas concrets comme ça. Oui, sinon j'ai pas beaucoup de solutions, et je vous confirme que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, parce que du coup, voilà, c'est des cas un peu lourds à porter. Et voilà. Du coup, on se fait toujours à 2 ou à 3 pour les porter d'ailleurs. Hein, les salariés en burn-out, c'est une charge émotionnelle qui est trop forte pour une seule personne. Ça, c'est un point clé, de ne pas être tout seul pour accompagner les salariés en difficulté. Pour les élus, l'importance du collectif, essentiel à rappeler. Olivier, Xavier, quand vous voulez, si vous voulez rebondir, quand vous le sentez, vous prenez la parole. Oui, je voulais revenir sur un point du chat qui demandait si les managers étaient formés justement à ça. Ce qu'il faut déjà voir, c'est que il y a beaucoup de directions qui ne sont pas formées déjà sur les questions de dialogue social. On s'en rend compte en formation assez fortement. On voit bien que c'est pas forcément de la malveillance de la part de l'employeur. Parfois, c'est juste parce que l'employeur ne sait pas, parce qu'il n'est pas formé, parce qu'il n'y a pas assez de temps, parce qu'il n'y a pas assez de monde au niveau des ressources humaines. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des trous dans la raquette, et on se retrouve avec des managers qui comprennent pas pourquoi ils doivent laisser autant de temps à des personnes en dehors de leur travail pur, donc sur leur mandat. Et puis je voulais rebondir aussi sur un autre point. C'est Florence qui disait que effectivement, à la fois le CSE est très sollicité par les salariés sur certaines réclamations individuelles ou collectives, et en même temps on leur reproche effectivement de passer beaucoup de temps au CSE, et donc d'être obligé de combler ces heures à leur place. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, le CSE n'est vu que par la partie activité sociale et culturelle, et on s'intéresse
peu au CSE pour le reste, donc on comprend pas pourquoi il y a des gens qui passent autant de temps au CSE, alors que effectivement, quand il y a un problème qui nous tombe dessus, pour le coup, on est bien content d'aller voir les représentants du personnel. Merci de ce rappel, de souligner ce point. Effectivement, le biais des ASC, enfin, les ASC sont là, mais il n'y a pas que, et il y a les activités économiques dans le cadre du CSE. Moi, je me permets, Xavier, vas-y, si tu as un point. Ouais, non, mais la problématique qu'on a par rapport aux managers puis aux collègues, c'est que on a quand même une défiance de la part des directions du rôle des élus, quelles que soient les tendances d'ailleurs. On a une très grande défiance et donc on a un avis assez négatif, ou un a priori assez négatif sur les élus et leur rôle dans l'entreprise. Et de ce fait-là, cet a priori négatif, il transpire partout, que ce soit sur les managements, sur les collègues et autres. Et notre rôle à nous, c'est essayer de faire comprendre aux salariés qu'on n'est pas là que simplement pour prendre des ordres de délégation, on est là pour les assister, on est là pour les aider, mais il est vrai que c'est extrêmement compliqué quand vous avez tout un discours managérial qui a tendance à minimiser votre rôle ou à le diaboliser. Et ça, c'est vraiment un vrai problème qu'on a dans les entreprises. C'est que le rôle des élus, il est très souvent, c'est les emmerdeurs qui empêchent de tourner en rond, quoi. Et ça, c'est un vrai problème parce que tant que les collègues et les managers comprendront pas qu'il y a un réel rôle et un rôle, je dirais, de mettre de l'huile dans les rouages pour que tout fonctionne bien, tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas une direction qui ira dans ce sens-là, et ben on aura des problèmes de reconnaissance du travail des élus et donc un problème de compréhension du pourquoi les élus sont pas à leur poste. Là, je pense que Virginie, effectivement, le HubCop, vous êtes une coopérative et je sais pas si j'ai pu le souvenir si tu l'as dit dans ton intervention, mais si je me trompe pas, et c'est toutes les entreprises ne le font pas, c'est au moment les nouvelles recrues du groupe qui rejoignent le groupe se voient présenter. Les organisations syndicales sont présentes pour se présenter, pour dire qui elles sont. Qu'est-ce qu'elles font, etc. On est d'accord, il y a de ça. Enfin, l'acculturation commence par là pour dire voilà, c'est pas une tâche. Voilà, le syndicalisme, c'est pas une tâche dans l'entreprise, quoi. Non. Non. Alors, en plus, nous, on a aussi une histoire qui fait que la présence des organisations syndicales, c'est ce qui a fait aussi que Up a pu se créer. Donc nous, on a été créé avec le soutien des organisations syndicales. De ce fait, on a nous au sein de notre conseil d'administration, qui est un conseil d'administration qui est dont les administrateurs en fait sont des salariés de la coopérative. Hein, ils sont élus par l'ensemble des sociétaires et au sein du conseil d'administration, on a un représentant par organisation syndicale qui est représenté au sein du conseil d'administration. À deux titres. Un, on a un élu on a trois organisations syndicales avec un élu de CSE qui sont représentés au sein du conseil d'administration, et on a aussi un représentant de la confédération qui est présent au conseil d'administration. Donc c'est vraiment quelque chose qui même dans le cadre de la gouvernance est partie prenante, même s'ils ont pas forcément une voix délibérative, mais en tout cas ils participent au conseil d'administration. Donc ça veut dire aussi qu'on a une transparence aussi dans les éléments, dans les échanges qui sont partagés, que ce soit en termes de stratégie, en termes de sujets ou de dossiers d'acquisition. On a quand même un niveau en tout cas de connaissance des sujets auprès des organisations syndicales qui est quand même assez important. Donc ça fait effectivement partie nous-mêmes du mode de gouvernance. Donc on a cette représentativité des organisations syndicales. Et oui, effectivement, dans le plan d'intégration, on a tous les ans en AG, on a un bilan aussi du CSE
Et alors nous, on n'a pas nous on a un CACI, donc on a un comité des actions sociales et culturelles interentreprises, donc voilà, qui est animé entre différentes filiales de la France, avec un bilan qui est présenté en AG tous les ans, quoi. Donc il y a une visibilité aussi aujourd'hui qui est donnée, enfin pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, depuis 60 ans, on fête nos 60 ans en 2024. Mais voilà, il y a une visibilité aussi des organisations syndicales au sein de l'entreprise qui est quotidienne, quoi. Entendu. Alors, ce qui retranspire dans vos interventions, c'est quand même de toutes et tous, hein, c'est le côté donné, au-delà du côté imputation, etc. C'est comment on se sent légitime pour porter ce qu'on fait, hein, et à partir de ce moment-là, tout va mieux, hein, peut-être potentiellement, même si à partir d'un moment on se sent en position de vraiment être très, très légitime sur ce qu'on va faire du temps. Et je rebondis sur une perche qui est tendue par Laurence, qui va intervenir sur la troisième séquence, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Laurence de la CFE-CGC qui dit dans le chat qu'il faut, c'est aussi aux OS, aux élus d'imposer leur agenda, leurs priorités aussi dans ce qu'ils font, et pas simplement suivre l'agenda de la direction par rapport à ce qu'on doit faire consécutivement aux décisions de la direction, mais aussi de dire, nous, on a envie de faire ça, et on le pose, et on l'affiche, et on le fait savoir aux salariés, et c'est du temps, mais c'est nous qui l'imposons dans le bon sens du terme, imposé. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à partager. Moi, si on a encore un peu de temps, moi, je me permets quand même vite fait de partager, ça va vous faire rebondir peut-être, parce qu'on n'a pas entendu donc la CFDT du Crédit Agricole, donc Daniel. Donc, c'est en deuxième main. Mais toujours est-il, c'était intéressant parce que Daniel représente le groupe Crédit Agricole. C'est une entité de 2000 salariés sur les 75 000 de la totalité du périmètre, entre les caisses, etc. Et elle m'expliquait que dans une entité particulière du Crédit Agricole, au moment du passage en CSE, là, eux, ils suivaient de façon analytique le temps. Ils pointaient. Et donc, à un moment, le directeur des relations sociales est arrivé au moment du passage en disant, voilà, moi j'ai les chiffres, il y a 17% des heures de délègue qui sont prises. Donc, au résultat des courses, quand on va négocier le passage en CSE, on va raisonner à partir de ça. Donc, c'était clairement, après, de fort de ça, le message de la CFDT, même dans l'entité groupe où on ne pointe pas, là, il y a une hétérogénéité des pratiques au sein même d'un groupe, hein, donc on le voit. Au niveau du groupe, le message de la CFDT, je pense des autres OS, c'était de dire vous posez vos heures, parce que sinon, quand on va arriver à une négo où ça va se tendre, on va pas être en position de force, parce que quand une direction des relations sociales est capable de dire qu'il y a que 17% des heures qui sont prises, ça pose un sujet. D'ailleurs, ça interroge sur le fait ce chiffre-là. Et ça, c'est une première chose qu'il me disait, donc de poser leurs heures alors qu'ils ne pointaient pas, et de les imposer les imposer. Encore une fois, je radote avec imposer, mais de les intégrer dans les plannings avec une logique de continuité opérationnelle, c'est-à-dire de faire en sorte d'anticiper pour que qu'il y ait une continuité d'activité. C'est ça aussi la priorité, et que les deux puissent se conjuguer. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'était l'importance de l'entretien. Vous l'avez tous parlé, de l'entretien de prise de mandat pour cadrer ce temps-là. Et un point important que me soulignait Valérie, en fait, Daniel, parce que en fait, c'était Valérie qui devait intervenir, qui était présentée ce programme, qui était remplacée par Daniel, qui a bien préparé les choses, mais qui a eu un problème de connexion, malheureusement. Et donc, Valérie qui m'expliquait que quand elle considère, à juste titre, certainement, que les élus CFDT ou Crédit Agricole sont des bons professionnels, reconnus dans leurs équipes. Et donc, quand un manager s'aperçoit que une élue ou un salarié de son équipe va prendre un mandat, alors, entre guillemets, je reprends l'expression, il y avait une période de deuil du manager pour pouvoir adapter et pour déjà faire passer la pilule et ensuite organiser le travail. Et Valérie m'expliquait que pour elle, ça pouvait aller jusqu'à 6 mois de période de transition, donc d'où l'importance du cadrage, pour adapter l'adaptation de l'équipe au fait que, par exemple, une élue ou un salarié allait prendre un mandat à 50% et allait plus c'était vraiment... Il y avait une période de transition à gérer. Ça ne se faisait pas comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est en deuxième main ce que je vous livre. Si ça vous parle, n'hésitez pas.
Non, ça ne vous parle pas. Si, mais c'est déjà très bien que les managers réorganisent leur équipe pour prendre en compte les mandats de leurs élus. C'est super parce que j'ai vu passer un témoignage dans le chat comme quoi dans l'entreprise concernée, et c'est pareil dans la mienne, il n'y a juste pas de réorganisation des équipes. Moi, si je prends mon cas personnel, qui suis à 100% représentant du personnel, j'ai pas été remplacé dans mon équipe. Donc, mes 4 collègues se reprennent toute ma charge, quoi. Ouais, oui, Valérie, il expliquait qu'il avait, oui, il prenait soit de la prestation pour compenser, c'était clairement intégré, soit, alors ça peut se discuter, des alternants, voilà, de l'alternance, de la presta, voilà, et c'était intégré, oui. Je sais pas si c'est le canevas spécial pour l'alternance, mais bon. Oui, t'es dubitatif, Virginie? Pour moi, un alternant, ça doit pas remplacer un salarié. Voilà, ils sont là pour apprendre, il faut qu'ils soient accompagnés. Donc oui, l'utilisation des alternants pour remplacer quelqu'un qui est pas présent, moi je suis assez dubitative. Mais après, c'est vrai. Mais à voir. Après, ok. Xavier, ouais. Non, mais je suis d'accord sur la question de l'alternant et les contrats pro, les contrats en alternance en général qui remplacent des salariés. On le voit malheureusement beaucoup. Après, ce qui peut être fait, c'est que on peut demander aux élus d'être tuteurs de contrats pro, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur le renfort. C'est pareil, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être toujours là pour être tuteur. Ça peut permettre aussi de former des gens à nouveaux métiers ou des choses comme ça. Et là, le problème, c'est que pour nous, ce qu'on voit, c'est que on sous-utilise les camarades qui ont des autres délégations pour des raisons, je dirais, qu'on ne veut pas s'embêter. Et ça, c'est dommage pour les porteurs de mandat. Entendu. Bon, on arrive doucement à la fin de notre premier direct du cycle. Donc, Olivier, à toi la primeur de la synthèse. Voilà, il nous reste encore 5 minutes, mais n'hésite pas à prendre la balle et ce que t'inspire un peu tout ça. Déjà de dire que comment arriver au CSE, ça demande une implication qui est importante. Et que entre les 10 à 34 heures légales par mois qui sont données en heures de délégation, auxquelles il faut ajouter bien sûr ces fameuses heures spécifiques, si vraiment on veut s'impliquer au CSE, j'ai envie de dire, c'est assez. Je vois que dans les commentaires qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas leurs heures de délégation. Xavier a cité des cas, mais il faudrait effectivement s'astreindre à les poser, en tout cas à les prendre. Et puis effectivement, ce qu'on constate malheureusement parfois, c'est que dans les CSE, on estime que tout le monde n'est pas impliqué de la même manière, et ça pose aussi des problèmes à cause de ça. Parce que il y a des gens qui préfèrent mettre en avant leur travail plutôt que leur mandat, et donc, mais encore une fois, si vraiment on veut s'impliquer, moi je pense que le légal est vraiment un minimum. Ok. Entendu. Et en fait, pour terminer, peut-être je vous propose une perche. Enfin, il n'y a pas vraiment de contentieux là-dessus sur l'obligation de l'employeur à aménager la charge de travail. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de contentieux direct. C'est-à-dire que on va pas aller au prud'homme pour dire voilà, il m'a pas aménagé. Après, les contentieux, on va les avoir de façon indirecte sur l'entrave au mandat, sur la discrimination. Quand vous avez un délégué qui reste 4 ans ou 5 ans sur le banc parce que on lui dit t'es pas vendable parce que t'es pas à temps plein, là on peut avoir des contentieux de discrimination. Mais on n'a pas de contentieux directement sur le fait vous n'adaptez pas ma charge de travail, mais sur les conséquences sociales et psychologiques qu'il peut y avoir par ces choses-là. Alors ça, il y en a quelques-unes quand même. Ok. Il y a Carole qui rebondit sur ce que tu disais, Olivier. Enfin, le gros problème de différence d'implication entre les élus. Hein.
Ben ça aussi, c'est aussi la responsabilité. Enfin, on l'a vu. Enfin, vous, par exemple, toi, Benjamin, tu es délégué syndical central. Enfin, il y a une responsabilité aussi des élus aussi là-dessus. Enfin, des responsables syndicaux et les responsables d'équipe. Ben, il y a aussi c'est aussi de votre responsabilité. Il y a les directions qui ont leurs responsabilités, mais il y a la vôtre en tant que responsable syndicaux. On est d'accord, hein? Oui, et c'est vrai que les salariés qui ont moins de temps de délégation, ils ont toujours tendance à dire ah bah, c'est ceux qui ont 100% du temps de délégation qui vont faire. Sauf que ça, c'est pas du tout l'esprit. Au contraire, il faudrait répartir la charge et nous, voilà, on est en risque d'explosion. Enfin, en tout cas, pour mon cas, je suis en surcharge un peu permanente, quoi. T'es en mute. Entendu. Bah, écoutez, ben, merci beaucoup pour votre participation active dans le chat. Compte rendu à suivre. Vous aurez un compte rendu global. Vous aurez aussi le résultat de notre de notre sondage. Ça sera exploité. Vous l'aurez également il vous sera communiqué à l'ensemble des inscrits de tous les lives, sachant que vous aurez les résultats lors du live du 21. Hein, les morceaux choisis, enfin les premiers agrégats des résultats le 21. Donc n'hésitez pas à y répondre. Je vais vous remettre vite fait. Je vous remets vite fait voilà. Vous pouvez faire tourner le lien, etc. N'hésitez pas. Merci à Olivier, merci à toi d'avoir partagé ton expérience, et merci à Sextant Expertise d'avoir porté cette première rencontre, hein, qui amène les suivantes et qui, je pense que le temps, c'était quand même la meilleure façon de poser les bases ça commence par là, hein. Si on parle pas de temps, on fait pas grand-chose. Et merci vos éclairages, merci Virginie, merci Benjamin, merci Xavier. Malheureusement, on n'a pas pu entendre en première main la CFDT du Crédit Agricole. Ça sera pour une prochaine, mais en tout cas, voilà. Vous aurez en tout cas dans le compte rendu peut-être des choses un peu plus fines sur ce qui et je termine là-dessus. Enfin, sur l'alternance, a priori, il y a Laurence aussi qui en parlait. Les billets de l'alternance et la façon de l'aménager, c'est assez transversal, et l'esprit est un peu tordu. Et tout le monde s'en arrange un peu quand même. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, première journée de la semaine. Et à bientôt n'hésitez pas à vous inscrire pour le live de jeudi, le live de mardi prochain et le live de jeudi prochain, parce que je pense qu'on va, avec tous vos témoignages et tous nos partenaires, on va vous permettre d'avoir une vision assez globale un peu du sujet. Et si on peut avancer, ça serait pas plus mal. Voilà. Écoutez, bonne journée. Je coupe et on se retrouve sur le lien que je vous ai indiqué. À bientôt. Bonne journée. Je coupe. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.